Jusqu'où peut aller la corruption pour sauver un fauteuil à Bruxelles? Imaginez un instant. Sous les dorures feutrées du Parlement européen, un chef d'État ose briser l'omerta. Viktor Orban, seul contre tous, pointe du doigt Ursula von der Leyen et les élites bruxelloises, les accusant de trahir l'idée même d'une Europe unie et souveraine. Il dénonce des deals secrets passés dans l'ombre, la disparition mystérieuse de milliards d'euros d'argent public, la suppression de preuves gênantes, tout ça pour préserver le pouvoir d'une caste prête à tout pour survivre. Selon Orban, Bruxelles ne servirait plus les peuples européens, mais seulement elle-même et ses sponsors américains. L'Union européenne, jadis symbole d'espoir, serait aujourd'hui transformée en dictature bureaucratique, où la démocratie n'est qu'un simulacre et la souveraineté nationale, un souvenir. Orban ne s'arrête pas là. Il accuse ouvertement Ursula von der Leyen d'avoir vendu l'Europe aux plus offrants, d'avoir sacrifié le futur de millions de citoyens pour satisfaire les intérêts étrangers et s'assurer la protection de lointains alliés, quitte à plonger notre continent dans la guerre et la misère. Derrière les discours sur les valeurs européennes, il voit surtout des fortunes englouties en Ukraine, des écoles abandonnées, des hôpitaux à l'agonie, des infrastructures qui s'effondrent pendant que Bruxelles dépense sans compter pour des conflits qui ne servent qu'à enrichir l'industrie de l'armement américaine. Pendant ce temps, la confiance s'évapore, l'Europe s'enfonce dans la dépendance, la pauvreté, la division. Et si Viktor Orban incarnait, malgré ses défauts, la dernière ligne de défense contre une élite européenne déconnectée, corrompue, prête à sacrifier la démocratie, l'économie et la dignité des peuples pour rester au pouvoir? Si rien ne change, avertit-il, l'Union européenne court à la ruine, à la perte de toute souveraineté, au mépris de ses propres citoyens et à la confiscation pure et simple de notre avenir. Mais comment en est-on arrivé là? Plongeons ensemble dans ce duel historique entre Bruxelles et Budapest. La crise couve, les masques tombent. L'Europe traverse une période sombre, marquée par des secousses politiques et une économie en déclin. Bruxelles affiche ses sourires de façade, mais la panique gronde dans les couloirs dorés de la Commission européenne. Pourquoi? Parce qu'à l'Est, Viktor Orban, ce caillou dans la chaussure des élites bruxelloises, est sur le point de tout faire basculer. 12 avril, la date qui fait trembler Ursula von der Leyen et ses alliés. Ce jour-là, la Hongrie vote, et l'avenir du projet européen, tel qu'il est pensé à Bruxelles, se joue en silence. Car si Orban gagne, c'est tout l'édifice qui est menacé. Les petits arrangements, les milliards distribués sans contrôle, les consensus imposés au nom d'un soi-disant intérêt commun. Tout ça pourrait voler en éclats. Les élites européennes le savent. La victoire d'Orban serait un séisme. Les visages crispés, les mains moites dans les bureaux luxueux de Bruxelles, trahissent cette peur. Ils ont fait leurs calculs. Ils comprennent que si la Hongrie choisit la souveraineté, d'autres pourraient suivre. Et la tension ne cesse de monter. Orban bloque des milliards d'euros destinés à l'Ukraine. Il dit non à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, brisant le rêve de Bruxelles d'un élargissement rapide à l'Est. Avec un simple droit de veto, il paralyse des décisions que tout le système bruxellois croyait acquises. Mais derrière ce geste, il n'y a plus qu'un bras de fer politique. Il y a une question fondamentale, à qui appartiennent vraiment les ressources de l'Europe? Qui décide de leur répartition et de leur utilisation? Est-ce aux nations ou à une poignée de technocrates, loin des réalités du peuple? La guerre en Ukraine, dans ce contexte, devient un prétexte commode. On invoque la solidarité, la défense de l'Europe, pour justifier des dépenses colossales, alors même que les infrastructures européennes vieillissent, que les citoyens peinent à joindre les deux bouts, que les prix explosent. Pendant que des milliards sont débloqués en urgence pour Kiev, les routes se fissurent, les hôpitaux manquent de moyens et l'industrie européenne s'étiole. Orban brandit ce constat comme une gifle. Pourquoi sacrifier l'avenir des peuples européens pour des intérêts qui leur échappent? Ce bras de fer va bien au-delà des simples désaccords entre États membres. Pour Bruxelles, il s'agit de protéger un système qui leur garantit pouvoir et influence. Pour Orban, il s'agit de défendre la souveraineté de son pays, son économie, et, à travers lui, poser la question qui fâche.
Jusqu'où les peuples européens sont-ils prêts à céder leur destin à une élite déconnectée? Et pour vous, spectateurs, l'enjeu n'est pas seulement lointain ou abstrait. Il s'agit du contrôle de vos impôts, de l'avenir de votre économie, de votre droit à décider qui parle en votre nom. La bataille qui se joue sous nos yeux, c'est celle du pouvoir, de l'argent et de la dignité collective. Mais cette opposition va bien au-delà de simples désaccords. C'est une lutte pour la survie de deux visions de l'Europe. Un homme contre l'empire bureaucratique. C'est l'image qui s'impose lorsque Viktor Orban entre en scène face à Ursula von der Leyen et sa machine européenne. Seul contre tous, il incarne la résistance, celle d'un pays de 10 millions d'habitants qui ose défier les injonctions de Bruxelles et tient tête à 500 millions d'Européens tenus en otage par une poignée d'élites. Orban n'a ni armée ni arsenal. Son arme, c'est le veto. Et il l'utilise sans trembler. Bruxelles voulait imposer de nouvelles sanctions, envoyer des milliards à Kiev, ouvrir grand les bras à une Ukraine à la porte de l'Union. Orban a dit non. Non aux sanctions sans fin. Non aux milliards envolés dans une guerre qui n'est pas la sienne. Non à l'élargissement décidé dans les couloirs, loin des peuples. À lui seul, il a fermé le coffre-fort européen, humiliant Ursula von der Leyen, qui, pour la première fois, a découvert sa propre impuissance. Car la loi, c'est la loi. Elle ne peut ni exclure la Hongrie, ni lui retirer son droit de veto. Face à cet obstacle, la présidente de la Commission et ses alliés sont passés à la vitesse supérieure. Puisqu'ils ne peuvent pas briser Orban par les règles, ils décident de changer le jeu. Ils financent l'opposition hongroise à coups de millions venus de Bruxelles, alimentent des ONG et des médias acquis à leur cause, inondent de fonds des influenceurs et des organisations qui servent d'écran à leur ingérence. Derrière les portes closes, des deals douteux s'organisent, contrats secrets sur les vaccins, suppression de preuves, enrichissement personnel des proches du pouvoir bruxellois. Pendant ce temps, la Commission orchestre une véritable tentative de coup d'État démocratique. Elle mise tout sur un homme de paille, prêt à installer un Premier ministre docile qui, dès le premier jour, ouvrirait les frontières, livrerait la souveraineté nationale et sacrifierait la Hongrie sur l'autel de l'obéissance. Le chantage financier devient une arme, menace de couper les fonds, blocus des subventions, manipulation économique destinée à affaiblir Budapest. Et toujours, cette pression constante pour que la Hongrie s'aligne. Sur la guerre, sur l'agenda migratoire, sur les diktats économiques et sociaux d'une Europe qui ne consulte plus ses peuples. C'est une guerre d'usure. Orban le sait, et il tient bon. Il le fait avec un calme presque provocateur, assis à Budapest, observant Bruxelles se débattre dans son propre piège. Mais ce bras de fer n'est pas qu'une affaire de chef d'État. Pour les peuples européens, l'enjeu est colossal. Si Orban cède, c'est la porte ouverte à la disparition de toute réelle souveraineté nationale. Les élections ne seraient plus qu'une façade. Les décisions, prises loin des citoyens, par une caste technocratique qui impose sa vision, ses intérêts et ceux de ses soutiens étrangers sans rendre de compte. Les impôts des Européens financeraient des politiques décidées ailleurs, pour d'autres intérêts. Et la démocratie, vidée de son sens, deviendrait une simple pièce de théâtre. Orban, aujourd'hui, est plus qu'un Premier ministre en résistance. Il est le symptôme d'un malaise profond, la voix d'un instinct de survie européen que beaucoup pensaient éteint. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que cette guerre de nerfs signifie pour le quotidien des citoyens européens? C'est la question à laquelle nous allons répondre tout de suite. L'Europe paie le prix fort pour ses propres choix. Regardez autour de vous. Des usines ferment en chaîne, non seulement en Hongrie, mais dans toute l'Allemagne, en France, en Italie. Ce sont des sites industriels entiers qui s'arrêtent, faute de compétitivité, parce que l'énergie coûte trop cher. Les grandes entreprises, qui faisaient la force du vieux continent, partent s'installer ailleurs, là où l'électricité et le gaz sont disponibles à des prix raisonnables. Résultat ? On assiste à une véritable fuite des capitaux et des industries hors d'Europe, vers l'Asie, vers l'Amérique du Nord. L'inflation devient incontrôlable. Les prix augmentent partout, le chauffage, le plein d'essence, les courses du quotidien. Le pouvoir d'achat s'effondre.
Les économies de toute une vie partent en fumée sous l'effet de politiques européennes qui sacrifient le réel sur l'autel de l'idéologie et des intérêts étrangers. Ce n'est plus seulement une question de chiffres abstraits ou de statistiques, c'est la vie réelle de millions de familles qui basculent. Et pendant que Bruxelles continue son bras de fer avec Viktor Orban, l'Europe s'enfonce dans une dépendance croissante vis-à-vis des États-Unis. On l'a vu, la rupture avec la Russie a privé l'Union européenne de ressources énergétiques bon marché, autrefois garanties par des contrats stables. Les pipelines sont désormais à l'arrêt, remplacés par du gaz liquéfié américain, transporté à prix d'or par cargo. À la clé, une perte totale de souveraineté énergétique. L'Europe, jadis centre industriel du monde, devient un simple client, obligé de mendier son énergie et de l'acheter au prix fort. Prenez l'Allemagne. Il y a encore quelques années, c'était la locomotive économique de l'Europe, un modèle d'innovation et de stabilité. Aujourd'hui, à force de suivre aveuglément la ligne de Bruxelles, le pays sombre. Désindustrialisation, chômage, investissement qui s'évapore. Les PME déposent le bilan, tandis que les grandes entreprises délocalisent leur production. La soumission aux injonctions européennes n'a rien apporté d'autre qu'un lent déclin. Mais qui paie vraiment cette facture? Ce ne sont pas les eurocrates dans leurs bureaux climatisés. Ce sont les citoyens. Les familles doivent jongler avec des factures qui explosent. Les hôpitaux manquent de personnel, les écoles de moyens. Le niveau de vie chute. Chaque réforme décidée à Bruxelles s'accompagne d'une nouvelle ponction dans le portefeuille des contribuables sans que ceux-ci aient leur mot à dire. Ce qui est frappant, c'est que même l'opposition hongroise, pourtant largement financée et soutenue par Bruxelles, refuse de s'aligner complètement sur la politique énergétique de l'UE. Pourquoi? Parce que tout le monde, même les adversaires déclarés d'Orban, sait que la réalité matérielle est implacable. Sans ressources énergétiques abordables, il est impossible de maintenir l'économie à flot. Les slogans sur la démocratie ne font pas tourner les machines, ni nourrir les familles. Il y a donc un risque immense. La survie économique du continent est menacée. L'autonomie énergétique, si chèrement acquise au fil des décennies, s'évapore. L'Europe, incapable de défendre ses propres intérêts, risque de ne plus exister qu'au prix de son propre suicide économique. Alors, que reste-t-il à faire? Faut-il accepter cette fatalité, ou bien existe-t-il une leçon à retenir, une porte de sortie pour les citoyens européens qui veulent reprendre le contrôle sur leur avenir? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Face à la tempête, le bon sens devient une arme. C'est peut-être la leçon la plus puissante du bras de fer entre Viktor Orban et Bruxelles. Quand tout chancelle, ceux qui restent ancrés dans la réalité, ceux qui protègent leur peuple, tiennent la barre. Car au fond, que fait Orban? Il refuse de faire porter à la Hongrie le poids d'une dette européenne insensée, contractée pour financer des politiques décidées loin, très loin, des intérêts concrets des citoyens. Pas un centime de ce crédit toxique ne viendra grever le budget des familles hongroises. Pas une usine ne fermera faute d'énergie. Orban isole son peuple des dérives d'une eurocratie qui s'enivre de sa propre autorité. Mais ce refus n'est pas qu'un acte de protection. C'est aussi une démonstration de force politique. À travers son intransigeance, Orban oblige l'Union européenne à révéler ses failles, son impuissance à imposer le respect de ses propres règles, sa propension à piétiner les traités quand cela l'arrange. En refusant ce club de la dette, il expose le vrai visage de la gouvernance bruxelloise. Une élite prête à sacrifier la souveraineté nationale pour assurer sa propre survie politique. Ce bras de fer met aussi en lumière une vérité essentielle. La survie nationale passe avant les dogmes bureaucratiques. Pendant que Berlin vide ses caisses pour financer des ambitions qui ne sont pas les siennes, pendant que des industries centenaires ferment leurs portes et que des milliers de travailleurs qualifiés rejoignent les rangs du chômage, Orban garantit la stabilité, la chaleur et l'emploi à ses concitoyens. Il leur assure ce que les discours idéologiques de Bruxelles ne pourront jamais garantir, la sécurité dans le concret du quotidien. Et cette résistance n'a rien d'anecdotique. Elle inspire. Car même ceux qui acceptaient hier, par conformisme ou par peur, la doxa bruxelloise, commencent à douter. Même la propre opposition hongroise,
grassement financée par Bruxelles, refuse d'aller jusqu'au bout de l'absurde. Elle ne bloque pas le pétrole russe, elle ne veut pas sacrifier les besoins vitaux du pays sur l'autel d'un idéalisme déconnecté. Ce n'est plus un enjeu de parti, c'est une question de survie nationale. Sans énergie, tout s'arrête. L'agriculture, les transports, la vie. Voilà ce que révèle le cas hongrois. La réalité finit toujours par rattraper l'idéologie. Les grandes envolées sur le climat, la transition verte ou la solidarité européenne n'ont aucune prise quand la survie économique est en jeu. Orbán, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, oblige à regarder en face la question centrale. Qui paie? Qui trinque? Et au nom de quoi? Au final, le coût de la souveraineté n'est pas nul. Mais celui de la soumission est bien plus lourd. Il se paie en emploi, en industrie, en dignité collective. C'est tout l'enjeu pour chaque citoyen européen, défendre sa souveraineté ou devenir simple spectateur de sa propre ruine. La boucle est bouclée. Le choix appartient désormais à chaque citoyen européen. La vraie Europe ne se vend pas, elle se défend. Après tout ce qu'on vient d'analyser, une chose devient limpide. Rester passif, fermer les yeux, c'est accepter la disparition de l'Europe des peuples, de la démocratie, du bien-être et de notre dignité collective. Bruxelles craque de partout, le système sent la fin, et pourtant, certains continuent à croire que la seule issue, c'est de plier, de dire oui à tout, de sacrifier nos économies, notre souveraineté, au nom d'une élite déconnectée qui n'a plus rien à offrir, si ce n'est de la peur et de la soumission. Mais Orbán, qu'on l'aime ou non, incarne aujourd'hui cette résistance à la fatalité. Pendant qu'Ursula von der Leyen s'accroche à ses illusions, enfermée dans un monde où le réel n'a plus de prise, un monde de poneys roses, d'énergies gratuites imaginaires, de décisions prises loin des vrais besoins des gens, les peuples, eux, souffrent. Les usines hongroises tournent grâce au vrai carburant, pas à des promesses creuses. Les agriculteurs, les ouvriers, toute une nation, sentent que la survie ne tient plus qu'à un fil. L'accès à l'énergie, la souveraineté des décisions, la dignité de ne pas se vendre pour quelques subventions. Ce qui se joue là n'est plus de la politique, c'est une question de survie. Sans énergie abordable, tout s'arrête. Les champs, les camions qui livrent la nourriture, l'industrie. Même les opposants financés à coups de millions par Bruxelles, ceux qui devraient jouer le jeu du système, finissent par dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On ne peut pas sacrifier son pays juste pour plaire à des bureaucrates. C'est la preuve du gouffre qui s'est ouvert entre Bruxelles et le réel, entre les élites européennes et ceux qui, chaque jour, font tourner la vie. Von der Leyen est déjà politiquement isolée, ses décisions sont critiquées par ses propres alliés, la confiance des citoyens est brisée. L'économie européenne fonce dans le mur, et, face à ce désastre, Orbán ne panique pas. Il attend, imperturbable. Il sait que la force, parfois, c'est juste de tenir. Ne pas céder. Refuser le chantage. C'est à nous, maintenant, de choisir. Est-ce qu'on laisse une élite corrompue décider à notre place, vendre notre avenir pour sauver leur propre pouvoir? Ou est-ce qu'on relève la tête, qu'on s'informe, qu'on débat, qu'on exige que nos intérêts passent avant ceux de Bruxelles? Chaque voix compte. Chaque commentaire, chaque partage, chaque prise de parole est une pierre pour reconstruire une Europe des peuples et du bon sens. Alors, dites-moi, est-ce que, selon vous, la souveraineté nationale peut encore tenir tête à la machine bruxelloise? Est-ce que le bon sens, l'intérêt des peuples, peuvent l'emporter sur la corruption et la déconnexion des élites? Partagez votre avis dans les commentaires, mettez un like si vous pensez que la démocratie, la prospérité et la souveraineté valent mieux que les cadeaux empoisonnés de Bruxelles. Abonnez-vous pour ne rien rater, envoyez cette vidéo à vos proches, car personne ne leur dira cette vérité sur les chaînes officielles. Merci d'avoir suivi cette analyse, restez vigilants, et souvenez-vous, la vraie Europe, c'est vous. Prenez soin de vous, et à très bientôt.